Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et je suis heureuse de vous accueillir dans ce 11e épisode du podcast Mariage engagé. Un épisode qui, je tiens à vous le dire tout de suite, ne sera pas forcément placé sous des auspices joyeux puisque j'ai choisi de parler d'un sujet assez compliqué. Que non seulement cet épisode risque d'être plus long que d'habitude, mais aussi on va parler d'énormément de choses, on va employer énormément de termes techniques, on va discuter juridique, on va parler de plein de choses intéressantes mais qui peuvent être frustrantes pour vous puisque on va parler de sujets qui vont vous demander d'anticiper un peu ce qui pourrait se passer de négatif pour votre mariage et on déteste envisager le négatif. Néanmoins, je pense que c'est essentiel de s'attarder dessus, ne serait-ce que 1 à 2 heures, voire quelques minutes, pour avoir un plan d'action, être en capacité d'agir immédiatement si jamais il y a un pépin et que tout part en vrille. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va aborder un sujet, pas très joyeux ça, je l'ai déjà dit, mais en plus d'un sujet que beaucoup de futurs mariés redoutent, à savoir comment faire, comment procéder en cas d'annulation, que ce soit de la part de nos invités ou de nos prestataires de mariage. Donc vous commencez à connaître un peu la structure des épisodes, on va d'abord s'attarder sur le pourquoi du comment, donc pas forcément sur la nécessité d'expliquer les raisons pour lesquelles un tel ou un tel peut être amené à annuler sa présence à votre mariage, mais plutôt faire un petit rappel des raisons du exactement pourquoi ça énerve, pour que si jamais vous ayez des prestataires ou des invités qui passent par là, eh bien ils sauront à quoi s'attendre s'ils décident d'annuler leur présence à votre mariage tout simplement. Comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser des personnes à annuler leur venue le jour de votre mariage et ce n'est pas à moi de juger si elles sont légitimes ou non. Bien sûr, on va en reparler, mais le cas de force majeure reste à part, donc tout ce qui peut être Covid, décès, accident, malheureusement on ne peut pas faire grand chose pour prévoir ça, c'est pour ça que je l'aborderai un peu plus tard dans l'épisode, mais que ça reste également un sujet à part, très sérieux et qui est en général une assez bonne raison en soi, autant se l'avouer tout de suite. Et dernier avertissement important, je pense que c'est important de bien différencier les annulations qui sont faites tôt, même si ça nous embête, puisque si j'ai fait suffisamment tôt, ça vous permet de vous laisser le temps de trouver d'autres solutions, que celles qui arrivent vraiment à la dernière minute et qui vous bloquent totalement. Donc sans plus attendre, passons à la première raison. Pourquoi est-ce que les annulations énervent les futurs mariés? Tout simplement parce qu'en fonction du stade où l'annulation est faite, eh bien une grande partie du mariage a déjà été payée et organisée et c'est très difficile, ça dépend des cas, c'est très spécifique, c'est pour ça que je vous invite bien à relire vos contrats. C'est compliqué d'obtenir un remboursement partiel ou total de la somme qui a déjà été engagée. Sans oublier que tout ce qui est organisé a demandé un investissement énorme aux mariés, que ce soit financier, physique, mental, tous les investissements possibles et que donc on peut difficilement ne pas avoir l'impression que tout ce qu'on a fait a été en quelque sorte gâché par ces annulations, par ces personnes qui ne viennent pas, ces prestataires qui annulent ce qu'ils devaient faire le jour du mariage, etc., etc. Et pour faire la transition avec la raison numéro 2, c'est qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, mais en fonction du stade où vous en êtes, en fonction du temps qu'il vous reste avant votre mariage, il peut être plus ou moins difficile de trouver une solution de repli. C'est sûr que c'est plus facile de retrouver un prestataire qui vous lâche, quoique en ce moment, ça dépend, je ne m'avancerai pas trop, c'est plus facile de retrouver un prestataire à 9 mois du mariage qu'à 3 mois du mariage, puisque les prestataires en général sont réservés assez rapidement, donc pour les plus gros postes, tout ce qui est traiteur, salle de réception, voire peut-être fleuriste et le photographe, ce sont des postes qui sont en général réservés 1 an, 18 mois, voire 2 ans en avance pour vraiment les prestataires les plus prisés. Et surtout en ce moment avec le Covid, un petit peu moins peut-être que par rapport à il y a 1 an et demi par exemple, mais étant donné qu'il y a encore des annulations, il y a eu beaucoup d'annulations pendant les différents confinements et donc des mariages qui ont dû être reprogrammés, qui viennent en quelque sorte se clasher avec les nouveaux fiancés si je puis dire,
eh bien les prestataires en ce moment, à mon avis, tout le temps que le Covid va durer, seront peut-être réservés un peu plus rapidement que d'habitude. Surtout que dans le cas de la recherche de prestataires, vous le savez, c'est quelque chose qui peut être long et compliqué, surtout quand on est assez exigeante et qu'on a du mal à trouver du premier coup ce qu'on cherche. Et c'est pourquoi ça fait un peu une transition, encore une fois, vers la troisième raison, c'est que tout simplement, au bout d'un moment, on peut avoir la flemme de se dire qu'il va falloir reprendre depuis le début, qu'il va falloir tout réorganiser parce qu'il y a des annulations, parce qu'il y a un prestataire qui vient pas, qu'on va devoir retrouver une personne qui fera le même service, qui reprendra tout ce que la personne avait fait avant elle. D'où le sentiment un peu d'avoir que ces préparatifs ont été gâchés, que je disais un peu plus tôt, puisque l'investissement a déjà été fait et parce que le prestataire annule, parce que l'invité annule, il va falloir tout refaire, tout reprendre depuis le début. Donc les prestataires, il va falloir rechercher et peut-être en fonction des invités, si le plan de table, les menus, les commandes auprès du traiteur, les marque-places, les cadeaux, tout ça ont déjà été commandés, ont déjà été prévus, eh bien il va falloir réorganiser tout ça en fonction des annulations et faire en sorte que les trous des différentes personnes qui ne peuvent pas venir, si je puis dire, soient bien bouchés. Donc maintenant que le point a été fait sur les raisons, il est temps de passer à une partie un peu moins drôle. Donc une partie un peu moins drôle, ensuite une partie vraiment pas drôle ensuite. Mais je vais vous proposer un petit plan d'action, quelques conseils rapides pour vous aider à gérer, vous aider à faire face dans le cadre d'annulation de vos invités de mariage. Donc déjà, premier point important, comment est-ce que vous allez réutiliser les ressources, entre guillemets, qui ont déjà été utilisées, qui ont déjà été commandées, qui ont déjà été payées. On reste avant tout dans une optique de mariage éco-responsable, donc j'imagine que tout ce que vous avez déjà fait pour vos invités, vous n'avez pas envie de tout jeter à la poubelle juste parce qu'il y a 3 personnes qui se réveillaient un matin et qui ont pensé à vous dire qu'elles ne venaient pas à votre mariage. Donc il va falloir trouver comment vous allez leur redonner une seconde vie, comment vous allez pouvoir les réutiliser pour que ces ressources que vous avez déjà utilisées ne soient pas gâchées juste parce que vous aurez moins d'invités que prévu à votre mariage. Donc il y a plusieurs exemples. Donc par exemple, si vous avez de la chance et que le traiteur n'a pas encore passé sa commande par rapport au menu, vous pouvez lui demander d'ajuster les quantités. Ou si la commande a déjà été passée et que ce n'est pas possible d'ajuster, demandez-lui si les parts qui ne seront pas consommées finalement peuvent être réutilisées soit dans le cadre d'un brunch, pour le vin d'honneur, ou alors demandez l'autorisation d'y ramener chez vous. Donc en général, si votre traiteur a une sensibilité éco-responsable, il devrait l'accepter, mais j'ai du mal aussi à imaginer pourquoi d'autres traiteurs qui ne mettent pas cette partie-là peut-être en évidence, vous le refuserez puisque après tout, vous avez payé la nourriture. Et donc, c'est normal que vous n'ayez pas envie de jeter ce que vous avez payé plus ou moins cher, ça dépend des prix du traiteur. Concernant le plan de table, par contre, je ne serai pas aussi optimiste puisqu'il va falloir le refaire tout simplement. En tout cas, pas le refaire peut-être dans sa totalité, mais en fonction, je vois 2 solutions. Donc, soit vous ajustez un peu les tables en fonction du nombre de personnes qui ont annulé. Donc, s'il y a 1 ou 2 personnes qui ont annulé, à la rigueur, vous les enlevez des tables et vous refaites un travail par rapport au dressage. Si par exemple vous avez une table de 6 et qu'au final il n'y a que 5 personnes qui seront là, vous pouvez dresser la table de sorte à ce qu'elle contienne uniquement 5 places, faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous, que personne trouve que c'est bizarre. Même si des annulations ça arrive, il faut rester un minimum cohérent. Ou alors si vous avez vraiment beaucoup d'annulations, comme un peu ce qui peut se passer avec les mariages en ce moment, suite aux décisions par rapport au pass sanitaire, à la vaccination, etc. Eh bien, s'il y a vraiment trop d'annulations et que ça impacte vraiment votre plan de table, il faudra le retravailler un petit peu pour organiser tout ça et faire en sorte que les absences se voient le moins possible, quitte à supprimer des tables, tout réorganiser, etc., etc. Et après, concernant tout ce qui va être papeterie, les cadeaux d'invités, etc., etc., si vous avez créé des marque-places pour vos invités, eh bien, vous pouvez tout simplement leur donner en main propre, donc après le mariage de préférence pour ne pas un peu gâcher la surprise aux invités, vous pouvez leur donner, penser en disant, bah tiens, vu que t'es pas venu à mon mariage, j'avais fait ça, et bah tiens, je t'y donne, comme ça, même si tu n'étais pas là, je l'ai quand même fait pour toi, et vu que tu t'invites à la base, eh bien je te le donne, voilà, tout simplement. Deuxième conseil qui me paraît assez important, parce que même si honnêtement, je comprends les personnes qui font ça, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée du monde, c'est-à-dire d'essayer de convaincre les personnes récalcitrantes à venir à votre mariage, qui peut-être ont dit oui, mais que vous sentiez qu'elles n'avaient pas forcément envie de dire oui et qu'au final préfèrent se décommander et dire bah non en fait je ne préfère pas venir à ton mariage pour X ou Y raison. Parce que pour moi c'est important que vous soyez entouré uniquement de personnes qui ont vraiment envie d'être là. Et je pense que le jour de votre mariage, vous n'avez pas envie de vous pourrir la vie avec des personnes qui vont faire la tronche tout le temps, qui vont tout critiquer et qui vont pas faire d'efforts pour profiter parce que de base, ils n'avaient pas envie d'être là. C'est vrai que c'est souvent une remarque
que je vois remonter en fonction des futurs mariés, de plusieurs mariés avec lesquels j'ai pu parler, qui m'ont dit que lorsqu'elles étaient face à ce genre de problème, ça les aidait un peu à réaliser, à distinguer, si je puis dire, les personnes honnêtes des personnes un peu plus hypocrites. Voilà, ça permet vraiment de faire la différence entre les personnes qui font vraiment un effort pour être là, qui montrent qu'elles ont vraiment envie de s'investir, qui ont vraiment envie d'être là parce que vous comptez pour elles et qu'elles ont envie de vous rendre heureuse, et les personnes qui ne font rien de tout ça, même si je vous l'accorde, c'est un peu plus blessant si vous êtes prête à faire les efforts, si vous avez déjà fait les efforts, que pour vous, cette personne comptait vraiment, que de redescendre et de vous rendre compte d'un seul coup que peut-être vous ne comptez pas autant pour elle qu'elle compte pour vous. En troisième point, j'avais un peu envie de revenir sur une alternative que j'ai vue sur des forums, sur des interrogations de futurs mariés que j'ai pu voir, à savoir celle d'inviter d'autres personnes un peu pour combler le vide. Alors personnellement, je sais que je ne serais pas très à l'aise avec cette technique parce que j'aurais un peu l'impression de me sentir en trop, comme une solution de repli, comme un bouche-trou, etc. Que d'inviter d'autres personnes, juste de dire « Hey, bah tiens, au fait, y a personne qui vient, donc bah, je t'invite, comme ça remplira un peu la salle. » Voilà, à vous de voir si vous avez vraiment envie de faire ça. Ou alors vous pouvez peut-être privilégier une solution un peu plus soft, c'est-à-dire de laisser la possibilité à vos invités de venir accompagner d'une ou deux personnes comme vous voulez, si vraiment vous n'avez pas envie de faire tout ça pour rien et que vous ne trouvez pas d'autres solutions, d'autres alternatives qui vous plaisent. Et enfin, quatrième point, peut-être le point le plus important, c'est vraiment de lâcher prise. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous encourage quand même à prendre le plus de recul possible sur cette situation, puisque après tout, malheureusement, on n'a aucun contrôle sur ce genre de choses, que la personne en face de vous ait de bonnes ou de mauvaises raisons, si elle n'a pas envie de venir, si elle ne peut pas venir, malheureusement, vous ne pourrez rien faire contre cela. Donc certes, c'est frustrant, c'est rageant, c'est tout ce que vous voulez, je comprends très bien que vous soyez énervé face à cette situation, mais dans tous les cas, vous ne pouvez rien faire de plus. Donc si la personne ne peut pas venir pour une raison X ou Y, eh bien vous ne pourrez pas la forcer à venir si elle n'est pas en capacité de le faire. Et si la personne ne veut pas venir, eh bien comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça ne sert à rien de la faire changer d'avis, sous peine de vous trimballer un peu un boulet le jour de votre mariage, désolé de l'expression, et voilà, vous rencontrez une personne qui n'a pas envie d'être là, qui fera la gueule, qui va critiquer, etc., etc. Voilà, on a un peu fait le tour des différents conseils que je pourrais vous donner en cas d'annulation de la part de vos invités. Et sachez tout de suite, si vous pensez que c'était pareil pour les prestataires de mariage, eh bien ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout sur le même niveau, pas du tout sur la même implication. Donc c'est peut-être un peu plus urgent, un peu plus grave. On va rentrer sur des choses, des éléments un peu plus techniques, un peu plus complexes. Donc de toute façon, je vous récapitule tout dans les notes ci-dessous. Mais si vraiment, voilà, n'hésitez pas à arrêter l'épisode, à prendre des notes, à réécouter les différents passages si ça vous concerne, si vous avez peur que ça vous concerne, afin que vous puissiez savoir exactement quoi faire si jamais, par malheur, ce que je ne vous souhaite pas bien entendu, vous vous retrouvez dans ce type de situation. Donc premier conseil, donc le conseil, on va déjà commencer sur quelque chose d'un peu plus doux, avant de graduellement monter dans le compliqué, c'est déjà est-ce qu'il serait possible de reporter si vraiment vous avez trop d'annulations, si ça devient trop compliqué pour vos prestataires de venir à votre mariage, ou alors si jamais c'est un prestataire que vous souhaitiez absolument et que vous n'avez pas envie de passer par une autre personne, est-ce que ce serait possible de reporter votre mariage à une certaine date? Donc c'est pas forcément la décision la plus facile à prendre, voilà, surtout si vos invités avaient déjà pris l'engagement de venir pour une certaine date, et que vous ne savez pas si les mêmes personnes pourront être présentes à une autre date, mais c'est une solution que vous pouvez envisager, quoique si c'est juste pour un prestataire qui annule, je vous conseillerais de recommencer les recherches plutôt que de tout de suite penser à annuler et de favoriser une date où il est plus disponible, puisque déjà de base vous pensiez qu'il serait disponible, au final non. Et là je parle uniquement en cas de force majeure, je ne parle pas des personnes qui annulent par mauvaise foi ou alors parce qu'elles préfèrent faire quelque chose de plus intéressant ou avoir un plus gros contrat que le vôtre pour le jour de votre mariage et qui vous laisse un peu dans la merde, on va dire ce qui est aussi. Encore, excusez-moi pour la vulgarité de mes propos, mais je pense que c'est plutôt bien trouvé dans le contexte. Deuxième solution que je vous conseillerais peut-être plus d'utiliser, c'est de faire appel au bon sens, au carnet d'adresse de votre prestataire et de lui demander s'il peut vous aider à trouver une autre solution, surtout si c'est une annulation de sa part. Car encore une fois, c'est un peu un cliché qu'on peut avoir sur le monde du mariage, on a un peu l'impression que tout le monde se tire dans les pattes, qu'il y a une énorme concurrence, voilà, qu'on cherche à avoir le plus de clients possible, sauf qu'en fait ce n'est pas du tout le cas.
tout simplement parce que chaque prestataire de mariage est différent, a des prestations plus ou moins différentes, a des valeurs, a une personnalité différente et qui va du coup viser des personnes différentes. Donc si le message d'un prestataire A vous touche, vous ne serez peut-être pas touché par le message d'un prestataire B. C'est donc pour ça aussi que se créer un réseau entre prestataires est assez important. Bon, déjà pour rencontrer d'autres personnes, échanger, apprendre aussi des personnes qui sont plus expérimentées que nous. Et le cas échéant, une pratique qui est très très courante dans le monde du mariage, recommander des confrères, des consoeurs si jamais il y a une annulation, qu'on ne peut pas le faire. On peut dire aux mariés, écoutez, moi j'ai un empêchement, du coup je ne peux pas le faire, mais je vous conseille ce très bon prestataire. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, j'ai beaucoup échangé avec lui, je sais que beaucoup de ses clients sont satisfaits et je pense qu'il saura prendre la relève à merveille au niveau des préparatifs de notre mariage pour une prestation équivalente à la mienne. Et voire même si c'est un prestataire qui est très sympa, il peut déjà vous mettre en relation et tout ce que vous allez faire après c'est vous assurer que le prestataire est fait pour vous et qu'il est disposé à reprendre le contrat, à reprendre la prestation dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement aussi, ne l'oublions pas. Troisième conseil aussi très important, surtout ne perdez pas une seconde de plus. Je sais, je connais cette sensation, on peut être tenté d'attendre, de se dire mais peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être que c'est que passager, peut-être qu'il y a quelque chose de miracle, un miracle va me tomber dessus, mais soyons honnêtes, dans la plupart du temps, ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez absolument, vous pouvez même l'anticiper, comme ça vous aurez déjà un plan d'action prêt au cas où dans le plus grand des malheurs ça vous arrive, mais réfléchissez à ce que vous allez faire. Déjà, très important, de combien de temps est-ce que vous disposez entre l'annulation et le jour de votre mariage, sachant qu'en fonction du prestataire, il va y avoir plusieurs de tâches à effectuer qui nécessitent quand même un peu de temps. Donc, combien de temps disposez-vous pour trouver ce prestataire? Grosso modo, comptez à peu près 2 mois avant votre mariage pour tout régler, tout décider et tout finaliser. Même si encore une fois, vous pouvez faire des miracles aussi en 2 mois, je vous conseille de ne pas perdre de temps. Vous savez qu'un prestataire se décommande, ni une ni deux, s'il ne peut pas vous aider, eh bien vous allez le faire par vous-même, tant pis, vous n'avez pas le choix et vous allez vous y dédier à fond. Et si, comme je vous avais conseillé dans un article de blog, vous avez fait des listes pendant les recherches de vos prestataires, n'hésitez pas à les reprendre et à contacter peut-être des prestataires que vous n'avez pas encore contactés, voire des prestataires que vous avez contactés, qui vous avez dit oui, mais au final vous avez préféré travailler avec quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut être un peu mal vu encore une fois par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut peut-être un peu faire passer pour un bouche-trou, mais dans ce cas-là, je suis vraiment désolée, vous n'avez pas d'autre solution. Donc si c'est le seul moyen pour vous d'arriver à avoir un prestataire, eh bien, vous pouvez le faire et peut-être que si vous en appelez un peu ce bon sentiment parce qu'il a déjà dû rencontrer des cas comme le vôtre, si vous leur dites, écoutez, on a un prestataire qui s'est décommandé pour une raison X ou Y, ou alors on pensait que votre prestataire était de confiance, puis au final il vous a laissé tomber, ils seront peut-être plus enclins à vous aider, peut-être à vous suggérer des noms et à vous venir en aide du mieux qu'ils le peuvent. Parce qu'après tout, comme je l'ai dit dans mon précédent épisode, si on a la capacité de vous aider, si on a des noms, si on peut vous aider d'une quelque manière, on ne va pas vous laisser sans rien alors qu'on sait que le mariage est quelque chose de très important pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition pour trouver un prestataire dans les plus brefs délais. Donc demandez à votre entourage, sur des groupes Facebook, sur Instagram, dans des forums, dans des blogs, etc. pour des contacts. Sachant que sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de prestataires qui sont présents pour se faire connaître. Donc ils pourront peut-être également vous aider comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. N'hésitez pas aussi à voir en fonction de la prestation à faire si vos proches peuvent s'en charger mais d'une façon un peu plus amateur. Sachant que comme je l'ai dit dans un article de blog, il y a des tâches que vos invités peuvent faire qui ne nécessitent pas vraiment de connaissances, de compétences particulières ou alors un peu de préparation, par exemple comme officiant de cérémonie, mais peut-être des postes un peu plus techniques comme wedding planner, photographe ou fleuriste, et c'est déjà un peu plus de compétences. Donc si vous souhaitez vraiment avoir quelque chose de rendu, de professionnel, eh bien je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers des professionnels si personne de votre entourage ne se sent la capacité d'assurer cette mission. Et vraiment dans le pire des cas, si jamais vous ne trouvez pas d'autre solution, voyez, est-ce que vous pouvez vous passer complètement de la prestation? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour détourner un peu et ne pas en avoir besoin en tant que tel? Donc par exemple, je prends l'exemple du traiteur, mais si jamais vous n'avez pas beaucoup de personnes, vous pouvez, au lieu de passer par un traiteur traditionnel, voire pour des food trucks qui nécessitent peut-être moins d'organisation qu'un traiteur traditionnel, ou alors si vous êtes peu de personnes aussi, vous voyez, pour faire votre repas de mariage, vous-même avec les cuisines du lieu, en vous organisant un peu en avance pour espérer tout faire et demander l'aide de vos proches, de vos témoins, etc., etc., bien entendu. Donc ça, c'était la première partie de mes conseils. Donc là, on va passer sur la deuxième partie des conseils 4 à 6, des astuces, des solutions que je peux vous proposer pour vous aider à gérer les annulations de vos prestataires.
parce que c'est des solutions qui sont un peu plus techniques, peut-être un peu plus complexes et plus juridiques aussi. On va un peu plus aborder le juridique dont je vous parlais en début d'épisode pour vous permettre de résoudre ce souci dans les meilleures conditions possibles. Donc dans tous les cas, je sais que dès que vous allez entendre les mots annulation de mariage, vous allez penser tribunal, juridique, tout ce que vous voulez. Mais alors je vous conseille de ralentir et de ne pas tout de suite envisager de porter l'affaire au tribunal. Parce que déjà ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'investissement et je ne suis pas sûre que vous ayez ni le temps ni l'énergie de vous lancer dans des procédures judiciaires. C'est pour ça que avant de tout de suite penser le tribunal, etc., je vous conseille d'abord de toujours essayer de résoudre à l'amiable puisque c'est dans votre intérêt à tous les deux. Rien que pour lui, vous aurez une meilleure image de lui si vous proposez des solutions, s'il vous aide à résoudre ce problème à l'amiable plutôt que si jamais il refuse et que vous soyez obligé de le traîner dans les tribunaux pour avoir gain de cause. Et donc pour cela, n'hésitez pas à vous entourer de plusieurs acteurs, plusieurs personnes qui pourront vous aider à résoudre ce litige s'il y en a un. Donc par exemple, si vous avez une aide juridique, voyez si elle peut vous prêter assistance, donc en fonction des différentes assurances que vous avez prises. Si vous avez une assurance mariage, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est pour ça qu'elle sert. N'hésitez pas aussi à solliciter des associations de consommateurs et dans le pire des cas, si je peux dire, des médiateurs à la consommation. Donc pour vous dire rapidement ce que c'est qu'un médiateur, c'est une personne qui va intervenir dans un conflit entre un professionnel et un particulier pour l'aider à résoudre à l'amiable. Donc c'est une personne tierce, voilà, qui n'a aucun lien avec l'une ou l'autre des parties, qui est donc quelqu'un de neutre et qui va prendre les faits comme ils sont et vous aider à gérer les problèmes du mieux possible. Sachant que là, je m'adresse surtout aux prestataires, aux professionnels qui écouteront cet épisode. Ce n'est pas une information que tout le monde sait. Donc moi-même, je ne le savais pas au début. Je l'ai appris un peu sur le tard. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Sachez que pour tous les professionnels, c'est obligatoire d'avoir un médiateur à la consommation. Donc c'est un service pour lequel vous souscrivez pour 3 ans. Enfin, vous signez un contrat, vous payez une cotisation annuel qui vous engage pour 3 ans. Et donc en échange, le médiateur vous aide, intervient dans les litiges que vous pouvez avoir avec vos clients. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la légalité, puisque si vous ne faites pas figurer cette information quelque part sur votre site, vous n'avez pas de médiateur, eh bien vous pouvez payer une amende. Je vous mets dans la description une liste officielle de médiateurs certifiés et qui pourront vous prendre en charge, accepter d'intervenir si jamais vous rencontrez un litige un jour avec un de vos clients. Donc on referme cette première parenthèse juridique et on va ouvrir la deuxième puisque je vous conseille de souscrire à une assurance mariage en amont. Pour être plus spécifique, une assurance annulation de mariage puisque c'est une assurance qui va venir vous assurer, comme son nom l'indique, si jamais pour une raison ou pour une autre vous êtes obligé d'annuler votre mariage, de le reporter, ce qui est une démarche qui en général engendre des frais, eh bien l'annulation va tout simplement prendre ces frais en charge et vous indemniser d'une partie ou la totaliser des frais que vous ne pourrez pas récupérer, donc tout ce qui est la salle, le traiteur, les différents prestataires, etc. si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc il y a énormément de garanties qui peuvent être comprises dans ce type d'assurance, donc je fais une petite liste, donc tout ce qui est démission d'un prestataire, sachant que si le prestataire n'a pas respecté les conditions de son contrat, il pourrait être condamné à vous verser des dommages et intérêts, tout ce qui va être hospitalisation, décès des mariés ou de la famille proche, si jamais vos locaux sont inondés, si jamais il y a des grèves qui vous empêchent vos invités ou vos prestataires de vous rendre sur le lieu de votre mariage, etc. etc. De toute façon, je vous mets des liens encore une fois en description pour que vous puissiez vous informer un peu plus en détail sur l'assurance mariage. Mais c'est un peu comme tout, voilà, on pense qu'on n'en a pas besoin parce que ça nous arrive jamais, mais le jour où ça nous arrive, on est quand même bien content d'avoir ce type d'assurance, donc vraiment c'est le conseil que je pourrais vous donner, prenez une assurance mariage s'il vous plaît. D'accord, c'est des frais supplémentaires, mais si jamais vous vous retrouvez dans la panade, eh bien vous serez rassuré d'avoir quelque chose qui va vous couvrir et qui pourra vous indemniser d'une partie ou de la totalité de la somme, voilà, ça dépend de l'assurance que vous allez prendre. Et encore une fois, vérifiez bien vos garanties, puisque les exclusions varient selon un contrat, selon une société d'assurance à une autre. Sachant que même encore jusqu'à très récemment, les contrats d'assurance n'incluaient pas tout ce qui était les pandémies, les épidémies, donc ça sans doute dû changer maintenant étant donné que le Covid fait partie de nos quotidiens depuis presque 2 ans. Toujours un petit passement au cœur de le rappeler. Mais de toute façon, c'est comme les contrats avec vos prestataires, je vous encourage à bien les lire, à les éplucher dans le moindre détail, à interroger si jamais vous avez des questions. C'est le meilleur moyen d'être sûr que tout sera transparent, tout sera clair pour vous et que vous serez protégé de la meilleure façon possible. Et encore une fois, je sais que ça peut être très tentant, mais surtout, ne paniquez pas,
prenez un peu de recul parce que pour moi, si paniquer c'est le pire que ce que vous pourriez faire, vous pourrez être amené à prendre des décisions irrationnelles que vous n'aurez pas prises en temps normal et vous serez peut-être amené à le regretter par la suite. Donc vraiment, prenez un peu de recul, n'hésitez pas à en parler des personnes de confiance, à vous entourer d'ondes positives et surtout à prendre du temps pour vous. Voilà, c'est le meilleur remède possible pour ne pas craquer et vous remotiver, vous regonfler à bloc pour gérer ces soucis et retrouver des prestataires dans les meilleures conditions possibles. Donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons fini le plus gros de l'épisode, à savoir tous les conseils que je pouvais vous donner dans le cas d'annulation de vos invités ou de vos prestataires. Mais il y a une partie que j'ai rajoutée et qui me semblait intéressante d'aborder, surtout dans le cas d'annulation de prestataires, puisqu'on a parlé de l'annulation de mariage, mais si vous n'avez pas d'annulation de mariage, vous avez sans doute déjà dû entendre parler qu'on pouvait se faire rembourser l'acompte, voilà la somme que vous avez peut-être versée au moment de la signature du contrat pour réserver la prestation, pour bloquer le prestataire sur une prestation, sur une date particulière. Et vous pouvez peut-être vous demander comment vous faire rembourser cet acompte, quels sont les cas, les exclusions, comment ça s'y prête. Donc je vous ai préparé un petit topo sur le sujet pour que vous puissiez être le plus au clair possible. Alors sachant que je ne suis pas juriste de profession, j'espère avoir tout compris. Normalement c'est assez clair pour moi, donc j'espère ne pas faire d'erreur. Si jamais vous êtes juriste, que vous vous y connaissez et qu'il y a quelques bêtises, j'ai dit quelques bêtises, surtout n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse le corriger le plus rapidement possible et faire en sorte que tout le monde ait les mêmes informations, que tout le monde respecte la loi le mieux possible. Et sachant que là on va un peu aborder les deux cas, c'est-à-dire si c'est le prestataire qui annule ou si c'est vous qui annulez, parce que les choses sont très différentes. Premier point important et que vous avez peut-être déjà dû faire la confusion au moins une fois dans votre vie, c'est qu'il y a en fait deux types d'acomptes, c'est-à-dire entre guillemets parce que ça s'appelle pas techniquement comme ça, mais il y a deux types d'appellations pour définir les sommes que vous versez en amont à votre prestataire à la signature du contrat ou alors pour assurer qu'il sera là, pour assurer le début du travail. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle l'acompte, donc ce qui est le plus courant, c'est ce que vous avez peut-être le plus rencontré parce que vous allez comprendre pourquoi, mais c'est le plus pratique pour les prestataires et aussi le plus rassurant pour les mariés. C'est que l'acompte est donc un premier versement sur l'achat d'une prestation de service, c'est-à-dire que c'est une somme qui permet de dire que le professionnel et le client sont chacun obligés de tenir leurs engagements. Sachant que c'est déjà un engagement que vous avez dû prendre normalement en signant le contrat, en acceptant le devis, c'est encore une preuve supplémentaire que vous vous engagez tous les deux à respecter le contrat et à faire ce pourquoi vous êtes tenus, pour se faire ce pourquoi les mariés vous ont engagé. C'est-à-dire que du coup, le prestataire doit fournir la prestation pour laquelle il est engagé et le client s'engage donc dans sa part à acheter la prestation ou dans le cadre d'un mariage, il s'engage à ne pas annuler le prestataire, à faire en sorte de le laisser venir faire ce pourquoi il doit venir, sauf accord contraire entre les deux parties, évidemment décidé à l'amiable. Puisque si l'une ou l'autre des parties se rétracte, eh bien, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts si une solution amiable n'est pas trouvée. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne la restitution de l'acompte en cas d'annulation, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a plusieurs cas de figure. Donc si c'est le prestataire qui annule, il a l'obligation de vous rembourser l'acompte. Et si jamais, admettons, vous étiez un peu plus avancé dans vos paiements, alors j'ai pas réussi à trouver énormément d'informations parce qu'à chaque fois que je me renseignais, ça me renvoyait à chaque fois au Covid et je ne pense pas que ça concerne que le Covid. Donc j'ai un peu plus de mal à définir ce qui est écrit dans la loi, ce qui est fait en général lors de remboursement de prestations. Mais si jamais le prestataire est sympa, eh bien, et que ce n'est pas précisé dans le contrat, il peut vous dire, bah écoutez, en signe de dédommagement, eh bien, vu que c'est moi qui ai annulé, je vous rends toutes les sommes que vous m'avez déjà versées. C'est possible aussi. Et donc, concernant l'acompte, petit détail que je n'avais pas précisé, mais s'il y a une clause spéciale dans le contrat qui précise que si c'est le client qui change d'avis, eh bien l'acompte peut être conservé à titre de dédommagement pour le travail qui a déjà été effectué par le prestataire. Donc pensez bien à vérifier si cette clause est présente avant de signer, parce qu'à partir du moment où vous allez signer, vous ne pourrez pas dire « Ah mais on m'avait pas dit, on m'avait pas parlé de cette clause », puisque techniquement, dès que vous signez un contrat, vous êtes obligé de savoir exactement ce pourquoi vous signez. C'est donc à ce titre qu'il ne faut pas confondre acompte et art, puisque pour les arts, il s'agit d'une somme versée d'avance pour l'achat d'une prestation de service. Donc jusque-là, c'est comme l'acompte, me direz-vous, mais avec la petite nuance que le professionnel ou le client peuvent revenir sur son engagement, puisque les arts n'obligent en aucun cas le client à acheter. En revanche, elles sont perdues si le client annule son achat, sauf si le contrat prévoit la possibilité de récupérer les arts en cas d'annulation, et le professionnel qui ne fournit pas la prestation de service doit rembourser le double des arts versés au client. Et il y a donc une loi qui précise que si rien n'est précisé dans le contrat, si ce n'est pas précisé que ce sont des acomptes ou des arts, il s'agit automatiquement d'arts. Mais bien souvent, vous verrez la notion d'acompte apparaître,
puisque vous avez pu le constater, c'est bien plus avantageux pour les prestataires. Donc sachez que dans ce cas-là, le droit à la consommation prévoit un délai de 30 jours pour procéder au remboursement des arts. Et si après 30 jours le remboursement n'a toujours pas été effectué, eh bien, il peut risquer de devoir vous payer des intérêts en plus. Et sachez également qu'il n'y a pas de procédure particulière très compliquée pour demander le remboursement des arts. En général, une lettre recommandée avec accusé de réception suffit amplement. Et n'oubliez pas que le remboursement peut être effectué par chèque ou par virement, mais en aucun cas, il ne peut être fourni en avoir. En aucun cas, vous ne pouvez être remboursé avec un avoir. C'est automatiquement par chèque ou par virement. Autre petite nuance, tout à l'heure, on parlait de la possibilité d'annuler votre mariage ou de le reporter pour une raison ou pour une autre. Sachez qu'en plus, moi je vais dire beaucoup sachez dans cet épisode, je m'en excuse, mais en raison de la force obligatoire des contrats selon l'article 1103 du Code civil, seul un accord des deux parties sur une nouvelle date peut permettre un report. Donc si aucun accord n'est trouvé concernant la date, donc s'il n'y a pas de possibilité de report, que le contrat est cassé et annulé, eh bien le prestataire devra restituer les acomptes. Parce que là, et je suppose que vous serez ravis de l'apprendre, puisque au regard, je cite encore une fois, au regard de la nature spécifique de la prestation de services liée à la célébration d'un mariage, les futurs mariés sont parfaitement légitimes à refuser tout report de la date. Cette légitimité est d'autant plus corroborée par l'incertitude entourant la date de report. Donc si votre prestataire vous demande de reporter votre mariage mais que vous ne le voulez pas, vous êtes dans votre droit. Donc maintenant que ce petit point a été fait, voyons plus en détail ce qu'est la force majeure. Qu'est-ce que la force majeure, ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt et qui est tout de même particulier quand on parle d'annulation de prestations, et c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Donc d'après le Code civil, je cite encore une fois, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Pour reprendre ça en des termes plus simples, le débiteur, le prestataire, il signe un contrat avec vous, il ne peut pas prévoir à l'avance qu'il va y avoir une tempête, un tremblement de terre ou une pandémie comme le Covid-19, puisque à l'époque, personne n'aurait pu imaginer qu'on subirait une pandémie de cette ampleur, raison pour laquelle tout le monde a été pris de court quand c'est enfin arrivé. Il y a donc 3 caractéristiques principales pour qu'un événement soit qualifié de force majeure pour que vous puissiez appliquer cette clause qui se trouve normalement dans tous les contrats que vous avez signés. Il faut que ce soit un événement qui soit indépendant de la volonté du débiteur, parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas lui qui va déclencher un ouragan, une pandémie, un tremblement de terre, un glissement de terrain, tout ce que vous voulez. Il doit échapper à son contrôle, logique, et si on reprend les mêmes exemples, il ne peut pas contrôler un tremblement de terre. Ce doit être un événement imprévisible, il doit s'agir d'un événement qui ne peut pas être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat, donc sachant que les catastrophes naturelles ne se prévoient pas 6 mois, 1 an à l'avance. Si vous signez ce contrat-là à ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir s'il va y avoir un ouragan ou non le jour de votre mariage. Et enfin, ça doit être un événement irrésistible. C'est-à-dire que les effets de cet événement ne peuvent être évités par des mesures appropriées. C'est-à-dire que, encore une fois, je prends l'exemple, si la mairie dans laquelle vous deviez vous marier est complètement détruite par des inondations, par les tremblements de terre, vous aurez beau prendre toutes les précautions du monde, si la mairie est détruite, vous ne pourrez pas vous marier dans de bonnes conditions et vous devrez reporter votre mariage. Pandémie oblige, je suis bien obligée de placer un petit mot dessus, sachant que au départ, quand il y a eu les différents confinements, etc., le Covid était considéré comme une force majeure puisque ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait contrôler, qui était indépendant, un peu imprévisible et irrésistible du moment que le contrat a été signé avant les annonces de confinement. Mais c'est une appellation qui perd un peu de sa force, qui est de moins en moins possible au fur et à mesure qu'on vit avec la pandémie et qui peut donc vraiment s'appliquer en cas de nouvelles mesures gouvernementales qui soient assez restrictives ou alors en fonction des différents confinements, donc là encore une fois avec le pass sanitaire. Mais malheureusement, étant donné que ce dernier élément est tout de même assez récent, on a encore moins d'éléments sur la façon dont ça se passe que sur ce qui s'est passé dans le cadre des premiers confinements lorsqu'il y a eu des contrats qui ont dû être annulés et requalifiés en force majeure pour que ce soit plus avantageux pour les deux parties. Et donc encore une fois, une nouvelle qui devrait peut-être vous intéresser, si le prestataire refuse d'invoquer la force majeure, eh bien il se retrouvera sans cause exonératoire de responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas dégager sa responsabilité, le fait qu'il ne pourra pas
faire ce qui était prévu pour votre mariage par un événement qui échappe totalement à son contrôle et il devra quand même vous restituer les acomptes. Puisque tant qu'il n'invoque pas la force majeure, eh bien il se retrouve dans une situation d'inexécution contractuelle, c'est-à-dire qu'il n'a aucune raison valable de ne pas appliquer ce qui était écrit sur votre contrat et qu'il est donc dans l'illégalité et qu'il ne peut pas invoquer le refus des mariés de reporter leur mariage pour justifier qu'il ne pourra pas être présent le jour même s'il n'a pas de raison valable. Et si on se allait un peu plus loin en parlant du Covid, le prestataire ne peut pas non plus soutenir pour s'exonérer de sa faute qu'il appartenait au marié de réduire le nombre de convives et d'appliquer les règles sanitaires puisqu'il ne peut pas être valablement reproché aux demandeurs d'avoir souhaité maintenir leur cérémonie conformément à leurs souhaits et l'organisation qui était déjà prévue et préparée depuis plus d'1 an. Donc ce que je vous cite depuis, c'est des extraits de jurisprudence, c'est-à-dire des jugements qui ont été prononcés au cas par cas en fonction des différents éléments en rapport avec la loi, par rapport avec ce qui se disait. Il y a eu une lecture particulière pour chacune de ces affaires. Et étant donné qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont confronté des professionnels à des particuliers depuis le début du Covid, donc pour rupture de contrat notamment à cause de ça, eh bien ces différents jugements font un peu office de Bible si je puis dire. Ouais, c'est-à-dire que si un avocat se retrouve dans cette situation, donc un prestataire qui ne veut pas évoquer la force majeure et les mariés qui le traîne en justice parce qu'il n'est pas dans ses droits, eh bien il peut se servir des jugements qui ont été rendus sur des affaires similaires à la sienne pour construire son propre dossier et plaider la cause de ses clients. Voilà, tout ça juste pour vous dire que je suis contente d'avoir retenu au moins ça des 2 années de droit que j'ai fait en BTS et que j'espère qu'en cas de problème, ça vous servira à vous aussi. Là où je vous encourage du coup à être très prudent, c'est qu'étant donné qu'il s'agit de jurisprudence, ce n'est pas ce qui est officiellement écrit dans la loi, c'est des décisions qui étaient rendues au cas par cas en fonction des différentes affaires. Et dans la mesure où peu de décisions ont été rendues et que chaque cas est différent en fonction des prestataires, des personnes, de la situation, etc., de tous ces éléments, eh bien il est difficile de prédire avec certitude ce que les juges retiendront pour choisir de prononcer ou non l'annulation d'un contrat et la condamnation des prestataires à remboursement. Donc encore une fois, je vous encourage à la prudence. Si jamais par malheur vous vous retrouvez devant les tribunaux avec votre prestataire, ne partez pas du principe que vous allez obtenir gain de cause juste parce que dans 2 affaires similaires à la vôtre, c'est ce qui s'est passé, puisque vous aurez peut-être de mauvaises surprises. Et donc rapidement pour terminer cet épisode, parce que on approche quand même des 40 minutes, donc au moment où j'enregistre, ça fait à peu près 40 minutes, donc après le montage, ça fera peut-être un petit peu moins, mais je voulais évoquer rapidement ce qui se passe en cas de faillite, de fermeture administrative de votre prestataire. Donc, on va d'abord commencer par la fermeture administrative, puisque en général, c'est quelque chose qui est temporaire, qui est décidé à la suite d'infractions pour punir la personne d'avoir enfreint la loi. Pour vous parler un peu d'actualité, c'est ce qui a failli se passer. Donc, je prends un exemple qui a totalement rien à voir avec le monde du mariage, mais c'est juste histoire que vous puissiez comprendre ce que c'est. C'est ce qui a failli se passer avec le Leclerc de Roques, donc Roques-sur-Garonne, qui est un Leclerc qui est à 20 minutes de Toulouse, un grand Leclerc de plus de 20 000 m² qui est très très grand. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois pour le travail et je vous assure que c'est très très grand, qui était donc soumis aux lois sur le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il était dans l'obligation de demander le pass sanitaire à tous ses clients. Et ce Leclerc, du coup, pour laisser la possibilité au plus de monde possible de faire ses courses avec ou sans pass sanitaire, avait instauré le premier jour où ça a été mis en application, je crois le 9 ou le 16 août, je crois que c'était le 16, il avait mis en place une file pour les personnes qui n'avaient pas de pass sanitaire pour leur permettre de faire leurs courses, sachant que c'est quelque chose qui était interdit. Et étant donné que tout ce qui était le pass sanitaire, les conditions d'entrée était passé dans la loi puisque ça avait été voté par tout ce qui était le Conseil constitutionnel, etc., etc., eh bien ils se trouvaient dans une situation d'illégalité. C'est-à-dire qu'on leur a très rapidement dit que s'ils ne se soumettaient pas, entre guillemets, et qu'ils n'enlevaient pas cette file pour les personnes qui n'avaient pas le pass sanitaire, eh bien ils devraient payer une amende et subir une fermeture administrative de 7 jours. Donc c'est avec cette menace qu'ils ont rétro-pédalé et qu'ils ont enlevé cette file. Sachant que bon, le Leclerc de Roques, si vous habitez à Toulouse, vous savez de quoi je parle, c'est un Leclerc qui est très 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 grand. Donc rien que le magasin en soi-même, donc je parle pas des différents centres commerciaux, des différents magasins qu'il y a autour, mais le Leclerc doit quand même générer un très 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 gros chiffre par jour. Donc je ne parle pas du manque à gagner s'ils avaient été jusqu'au bout, s'ils avaient assumé au bout. Voilà, je ne porte pas de jugement, mais j'imagine pas les pertes qu'il y aurait eu s'ils avaient dû fermer pendant 7 jours. Bref, c'était juste histoire de vous présenter un peu pour que vous puissiez plus vous rendre compte de ce que ça peut être, parce que ça, fermeture administrative, ça veut dire que ça vous bloque, vous ne pouvez plus travailler du tout. Donc si ça arrive avant votre mariage, quelques jours avant votre mariage, vous risquez d'être un peu mal quand même. Mais déjà, première bonne nouvelle, puisqu'il y a des contrats d'assurance spécifiques
qui vous couvre en cas d'annulation de votre prestataire, en cas de fermeture administrative et qui va vous permettre de récupérer votre argent plus facilement. Voilà, pour faire le pont avec le contrat d'assurance mariage dont je vous parlais tout à l'heure, mais encore une fois, je le répète, si vous pouvez, prenez un contrat, on n'est jamais assez prudent. Et donc, encore une fois, je prends un extrait d'une jurisprudence, d'un jugement qui a été rendu il y a quelques mois par le tribunal d'Aix-en-Provence. C'est-à-dire que si la fermeture administrative qui a empêché l'exécution de l'obligation contractuelle, donc l'exécution du contrat de la société revêt d'un caractère temporaire, eh bien le retard qui résulte dans l'organisation justifie la résolution du contrat. C'est-à-dire que le contrat est cassé en quelque sorte, c'est-à-dire que vous retournez à la situation initiale et la résolution du contrat emporte le remboursement de toutes les sommes qui auraient pu être avancées et libère le débiteur donc de son obligation. Donc dans ce cas-là, toutes les sommes que vous avez avancées doivent vous être restituées et vous n'avez plus à payer ce que vous deviez au prestataire pour la suite du contrat qui aurait normalement dû se dérouler normalement. Et donc enfin on va parler maintenant de la liquidation judiciaire qui représente en général la dernière étape d'un long procédé qui se déroule quand une entreprise n'a plus la capacité financière d'honorer ses dettes, ses créances, bref, elle n'a plus la possibilité de payer qui que ce soit, tout simplement. Elle a énormément de dettes qui se sont accumulées et qui sont donc impossibles à rattraper. Et donc la liquidation judiciaire, c'est tout simplement la dernière étape, donc c'est-à-dire la cessation de paiement. C'est-à-dire que voilà, la société ne peut plus rien payer à quiconque puisque les difficultés sont non surmontables. Donc dans ces cas-là, en général, le prestataire il déclare les créances au liquidateur judiciaire le plus tôt possible et ce liquidateur devra rembourser les sommes engagées sous un ordre précis. Et mauvaise nouvelle par contre cette fois-ci, en général le consommateur arrive en dernier puisqu'il a d'abord remboursé l'État, les prestataires, les impôts, etc., etc. Donc ça peut prendre longtemps afin de récupérer les sommes qui avaient déjà été engagées dans le cadre d'une société qui se retrouve en liquidation judiciaire. Sachant qu'étant donné qu'en général il y a plusieurs étapes préliminaires avant la liquidation, il a suffisamment le temps de vous prévenir et que vous puissiez trouver une solution avant que la société soit déclarée en liquidation judiciaire. En général, c'est le genre de choses qu'on voit un petit peu venir quand on a des problèmes d'argent. Mais encore une fois, j'imagine qu'il existe des exceptions. Mais du coup, dernier petit conseil avant de clôturer l'épisode, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation et que vous savez que vous avez des chèques qui doivent être débités, eh bien n'hésitez pas et courez à la banque les mettre en opposition si vous le pouvez et les récupérer parce que de toute façon votre prestataire ne pourra plus rien en faire. Et donc voilà, ça y est, c'est la fin de ce que je pense sera le plus long épisode pour le moment du podcast. Je pense qu'on va être à 35-40 minutes, donc on est quand même déjà bien pas mal. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il n'a pas été trop compliqué, même si je vous le cache pas, j'ai adoré faire mes recherches, je me suis un peu découvert une passion pour le juridique. J'ai adoré regarder, me renseigner pour vous dans le but de vous renseigner du mieux possible. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dit de bêtises. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Voilà, personne n'est parfait, on apprend tous de ses erreurs. Et ce serait un plaisir pour moi de rectifier l'information pour que vous puissiez avoir les bons éléments au cas où vous vous retrouvez dans cette situation. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes dans la description si vous souhaitez les consulter. Encore une fois, je le répète, mais c'est très important. Si vous aimez le contenu du podcast et que vous souhaitez le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, n'hésitez pas à partager le podcast, à vous abonner, à laisser un commentaire, à le recommander sur les plateformes si la plateforme le permet, à mettre 5 étoiles. Ce sera très apprécié, c'est gratuit et ça permet de faire en sorte que le podcast se fasse découvrir naturellement. Donc ce sera hyper sympa de votre part, je vous en remercierai énormément. Il est à présent temps pour moi de vous quitter sur ces quelques paroles. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!